Voilà. Alors, bienvenue donc à toutes et à tous. Nous vous remercions de vous être inscrits pour ce webinaire Bien se nourrir, encore plus important en période de crise sanitaire. Le télétravail, les périodes de confinement ou encore la fermeture des restaurants ont pu avoir des répercussions sur nos pratiques alimentaires. Alors, nous savons qu'une bonne nutrition est essentielle pour la santé physique, mais aussi pour la santé psychologique. L'accès en plus limité à certains produits frais, l'augmentation de consommation d'aliments que nous prenons transformés compromettent nos possibilités de nous alimenter d'une manière plus saine et variée. C'est pourquoi votre service de santé au travail vous propose ce webinaire. Le docteur Alain Péking va y aborder les pratiques alimentaires, les maladies cardiovasculaires, le surpoids, le diabète, quel menu équilibré retenir. Aussi en pratique, il nous dira quelles sont nos habitudes alimentaires et les aliments à consommer. Enfin, il fera un point aussi sur les maladies chroniques. Donc, comme vous le voyez à l'écran, 9 services de santé au travail de la région Île-de-France ont décidé d'organiser cette conférence collectivement. Les conférenciers d'aujourd'hui sont le docteur Alain Péking, président du comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le cancer et aussi oncologue et spécialiste de médecine nucléaire. Et nous avons aussi avec nous, pour répondre à vos questions à la fin de cette conférence, M. Arnaud Joubert, responsable formation et supervision des praticiens, naturopathe, pour aussi coach professionnel Cap Santé Entreprise. Avant de commencer, comme vous êtes très nombreux, si vous avez des questions, mais bien sûr qui ne seraient pas d'ordre privé, vous le comprenez bien, il ne s'agit pas de consultation, vous pourrez poser ces questions en ligne. Pour cela, comme vous le voyez à l'écran, il vous suffit d'aller sur le Q&R, vous inscrivez votre question dans la fenêtre de dialogue et vous cliquez ensuite sur Envoyer. Nous avons donc le docteur Péking qui pourra répondre à la fin de sa première partie d'intervention. Et ensuite, nous aurons aussi un temps d'échange à la fin avec M. Joubert. Je laisse donc maintenant la parole au docteur Péking. Oui, bonjour. Est-ce que je peux... Je n'ai plus du tout d'accès à mon écran. Que dois-je faire? Voilà, ça doit être ça. Pardonnez-moi, mais Oui. J'ai dû faire une mauvaise Voilà. manip. Voilà, j'y suis. C'est bon. Parfait. Bon, alors je vous prie de bien vouloir tout de suite noter que je suis médecin et cancérologue et je ne suis pas nutritionniste. Donc, je ne vais pas vous donner la parole d'évangile et ce que je vais vous dire est surtout le bon sens et le fruit d'une expérience médicale dans un premier temps. Donc, la première chose que je souhaite aborder avec vous, c'est rappeler les désagréments que ce qu'on appelle la malbouffe communément peut entraîner. Nous avons un corps constitué de différents systèmes. Un système cardiovasculaire, un système respiratoire, bref, vous connaissez cela. Et tous fonctionnent en une parfaite harmonie, une interdépendance, sous, bien entendu, le contrôle du grand ordinateur qu'est le cerveau. Notre destinée n'est pas totalement inscrite dans nos gènes. Nos gènes servent à gérer notre façon d'évoluer dans l'existence, mais c'est surtout, et c'était paru dans ce numéro de Science, que vous allez modifier vos gènes en fonction des choix que vous allez faire. J'entends par là, et ça c'est la lumière que nous apprend la cancérologie, qu'on peut modifier nos gènes avec notre comportement. Et si notre comportement nous permet de modifier nos gènes, il modifiera ceux de nos enfants et entraînera bien entendu des désagréments ultérieurs. Alors venons-en un petit peu à ce qui nous concerne. Depuis cette crise qui a commencé officiellement le 17 mars dernier avec un confinement, nous sommes les uns et les autres en travail partiel, en présentiel ou distanciel, et nous avons arrêté nos activités habituelles. La conséquence, c'est des habitudes nouvelles, un dérèglement de nos habitudes, un dérèglement de l'harmonie des systèmes dont je viens de vous parler, et des modifications de nos comportements et parfois de notre nutrition. Ceci risque de développer des problèmes et particulièrement
une maladie chronique ou bien d'aggraver déjà une maladie chronique existante. Alors, les mauvaises pratiques que nous avons tendance à avoir les uns et les autres, c'est manger trop gras, manger trop sucré, manger trop souvent, manger en trop grande quantité ou grignoter n'importe quoi, bref, quelque chose qui est à notre portée quand on est chez soi et qu'on a des produits divers et variés à notre disposition. Et en plus, comme on est chez soi, on fait peu ou pas d'activité physique. Tout ça, ça a des conséquences. Si on absorbe trop de graisse, vous le savez, on a un excès en cholestérol avec les risques qui sont inhérents, le risque cardiovasculaire ou l'obésité, et on a une absorption de trop de sucre, notre glycémie est perturbée, donc un risque possible de diabète. Alors, premier point que je vais aborder, les maladies cardiovasculaires. Pour tout le monde, on est content quand on vous dit vous êtes un cardiaque, c'est associé à la vieillesse, donc il n'y a pas de grand risque, et puis ensuite vous allez mourir instantanément, ça sera une belle mort. Mais malgré tout cela, on a la certitude aujourd'hui en 2020 que la cardiologie, qui est très avancée, qui est une des disciplines médicales les plus avancées, permet de réparer énormément de choses. Cependant, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de gens qui continuent de mourir. C'est la deuxième cause de mortalité chez l'homme et c'est la première cause de mortalité chez la femme. Donc, si l'on peut éviter les facteurs aggravants que sont le tabagisme, l'obésité, la sédentarité ou le stress, c'est mieux. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être faire attention. Alors, comment apparaissent ces maladies cardiovasculaires? Eh bien, la plupart du temps, elles sont liées à des excès de dépôt de cholestérol sur la paroi des artères. Ces parois vont durcir, c'est ce que l'on appelle les plaques d'athérome. Ces dépôts finissent par obstruer la circulation sanguine qui alimente les organes et cela entraîne des pathologies comme, par exemple, l'infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux. Pour essayer de savoir si l'on est exposé, il existe un moyen, c'est de calculer le risque cardiovasculaire global. Alors, ce risque cardiovasculaire global se définit par ce que l'on surnomme également le syndrome métabolique. C'est un ensemble de critères. Alors, on va passer rapidement. C'est au niveau de la biologie du sang, c'est une élévation des graisses, des triglycérides, une élévation de la glycémie, une diminution du bon cholestérol qui permet d'éviter la surcharge en mauvais cholestérol et le mauvais cholestérol se met à s'élever, auquel cas la pression artérielle qui doit être normalement ou idéalement autour de 130, 85 ou 70 par exemple augmente, c'est une hypertension artérielle et surtout un moyen d'évaluer les risques potentiels, c'est de prendre le périmètre de son abdomen au niveau de l'ombilic et on mesure. Chez l'homme, il ne doit pas excéder 94 cm et chez la femme, moins de 80 cm. Si ces critères sont trouvés ou si 3 de ces critères sont trouvés, on présente un risque cardiovasculaire élevé. Donc c'est assez facile de savoir s'il y a un problème. Alors bien entendu, pour évaluer cela, vous avez besoin d'un médecin pour pouvoir avoir la prescription d'un examen biologique. Il évaluera avec vous votre risque cardiovasculaire et prendra en conséquence, en fonction du résultat obtenu, les mesures qu'il jugera nécessaires à la fois pour vous conseiller dans votre hygiène de vie, dans votre alimentation, mais également au besoin dans certains médicaments à prendre pour améliorer votre état. Si on résume les risques, vous les voyez, plus on est dans le bleu, mieux on se porte, et plus on arrive vers le rouge, moins ça va. Si on a en même temps du tabagisme, du cholestérol, qu'on est sédentaire, qu'on a des antécédents familiaux, qu'on est un peu enrobé, qu'on boit de l'alcool, et si en plus on est un peu plus âgé avec de l'hypertension, eh bien le risque cardiaque ou plutôt cardiovasculaire devient très important. Alors les maladies cardiovasculaires en fonction des organes touchés, eh bien c'est assez facile. Il y a 3 grands problèmes. Il y a la rupture de la circulation au niveau des artères coronaires, c'est d'abord l'angine de poitrine, mais surtout l'infarctus du myocarde. C'est le même incident, mais au niveau du cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral.
Et ce qui est moins fréquent, mais qui existe surtout chez les gens qui fument beaucoup, c'est l'artérite des membres inférieurs avec un risque de non-circulation des artères d'une jambe. Et bien entendu, ceci, si on ne le traite pas, peut arriver à un niveau de gangrène avec nécessité d'amputation. Alors, dans ces cas-là, et dans ces trois cas-là, donc je viens de vous énumérer, eh bien, si vous êtes témoin ou si vous avez, pas de problème, c'est l'urgence avec le 15 et nous avons aujourd'hui les moyens de faire régresser tout ça. Alors, le deuxième point important qui peut survenir quand on s'alimente de façon incorrecte, c'est le surpoids ou l'obésité. Alors, chez l'enfant comme chez l'adulte, le surpoids, c'est quoi? Eh bien, un excès de masse grasse. Et la masse grasse, c'est l'ensemble des tissus graisseux du corps, c'est la réserve en énergie pour nos muscles. Donc, normalement, la graisse devrait être bénéfique, sauf que quand il y en a trop, elle ne remplit pas ce rôle. Elle est opposée à la masse maigre qui correspond à l'ensemble des muscles, des os, du sang et des organes nécessaires au fonctionnement du corps. Pour calculer la masse corporelle, tout le monde sait plus ou moins de quoi il s'agit, l'IMC, eh bien, vous divisez le poids par la taille élevée au carré. Et les valeurs que vous obtenez sont très, très faciles à avoir. Si vous avez un ABAC de ce genre, si votre valeur est dans les zones vertes, vous êtes bien, de corpulence dite normale. Au-dessus, c'est-à-dire en orange et en rouge ou en noir, vous allez vers le surpoids ou l'obésité. Et si vous descendez au contraire vers le rouge rayé avec du noir, eh bien vous êtes dans la maigreur ou la dénutrition. Vous pouvez toujours essayer de faire ce genre de choses pour savoir si vous dépassez ou ne dépassez pas la limite. Alors les causes. Bien, les causes du surpoids ou de l'obésité sont surtout liées à la nutrition excessive et à une diminution des dépenses d'énergie. Alors, je suis désolé, il y a les pompiers qui passent en bas de chez moi, donc si ça vient interférer, vous m'en excuserez. L'activité physique, qui est la principale dépense d'énergie, doit être constante. Si elle ne l'est pas, c'est une raison comme une autre de pouvoir se retrouver d'abord en surpoids et ensuite obèse. Bien entendu, il existe des prédispositions familiales. Vous avez des couples qui ont un surpoids ou une obésité et qui ont pris de très mauvaises habitudes et leurs enfants sont également obèses. Et bien entendu, le surpoids ou bien l'obésité, dans les deux cas, peuvent entraîner des complications. Alors ces complications au plan médical, c'est simple, ce sont des complications dans un premier temps respiratoires, avec un essoufflement rapide quand on fait un effort, et puis quand on devient obèse, ce sont les apnées du sommeil, avec le cortège de problèmes. Il y a une augmentation du risque vasculaire avec une hypertension artérielle et les fameuses maladies cardiovasculaires dont on a parlé, puis la survenue éventuellement d'un diabète. Et puis les autres complications sont liées à la masse. Vous avez une atteinte des hanches, des genoux et des pieds puisque vous avez du mal à marcher et le poids que vous avez sur votre squelette est excessif. Et puis d'autres petits désagréments comme une peau fragile, comme des infections, comme des problèmes au niveau des zones de plis, puisque quand on est réellement obèse, on a plusieurs épaisseurs de plis au niveau de l'abdomen. Alors, la troisième grosse maladie chronique que l'on peut éventuellement développer en ayant un problème de nutrition, c'est le diabète. Alors, le diabète, bien c'est simple, c'est une maladie chronique, comme les deux autres, caractérisée par un excès de sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle une hyperglycémie. Alors, comment on le devine? Eh bien, c'est simple. On fait une prise de sang et on mesure le taux de sucre dans le sang qui doit être inférieur à 1,10 et s'il est supérieur à 1,25, on parle à ce moment-là d'un diabète. Deux diabètes sont connus. On passe sur le diabète de type 1 qui n'a rien à voir avec la mauvaise nutrition, mais le diabète de type 2, lui, est celui que l'on rencontre dans la population française. Il y a environ 2,5 millions de patients qui sont identifiés et tous ont le même défaut, des problèmes nutritionnels. Le risque, quel est-il? Eh bien, c'est toujours la même chose. À partir de 45 ans, si vous présentez un facteur de risque, surpoids, obésité, le fameux périmètre abdominal dont on a parlé tout à l'heure pour le cœur,
une activité physique faible, des parents qui ont déjà été traités pour diabète, la fameuse hypertension artérielle, le taux de cholestérol élevé, et chez les femmes, durant leur grossesse, l'apparition d'un diabète ou un bébé qui est né à la naissance avec un poids excessif et bien souvent de plus de 4 kg. Chacun de ces signes doit vous faire craindre d'un jour développer un diabète. Alors, comme ça évolue en silence, il est souvent découvert par hasard. On fait une prise de sang, il n'y a pas de symptômes, et on découvre l'élévation de la glycémie. Cependant, il y a quelques signes. Vous êtes toujours un peu trop fatigué, vous avez trop soif ou toujours trop faim, des envies fréquentes d'uriner, des démangeaisons, et particulièrement au niveau des jambes, une cicatrisation plus lente des plaies quand vous vous coupez ou que vous vous blessez, une sécheresse des yeux et les infections qui peuvent être plus fréquentes. Ces signes-là, qui ne sont pas caractéristiques d'une maladie particulière, doivent vous faire penser à un diabète et c'est généralement ce que fera le médecin. Le diabète entraîne une maladie vasculaire généralisée. Alors vous comprenez bien que si vous avez déjà trop de graisse avec un risque cardiaque élevé, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, plus une élévation du sucre dans le sang qui entraîne également une maladie vasculaire généralisée, eh bien vous doublez les risques d'avoir des problèmes au niveau du cœur, du cerveau et des artères, mais aussi des yeux, avec risque de cécité, au niveau des reins, avec une insuffisance rénale, au niveau des nerfs périphériques, avec des difficultés à marcher, et au niveau des pieds. Et là, c'est très ennuyeux, car le fameux mal perforant plantaire, qui est une impossibilité de cicatriser sur une plaie des pieds, peut entraîner là aussi une gangrène avec risque d'amputation. Alors, comment limiter ou éviter ces problèmes? Eh bien, si vous êtes d'accord, on va arrêter là pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, tout à fait. Donc, merci, Dr Peking. Nous faisons juste une petite pause, savoir si vous avez des questions, parce que pour l'instant, nous n'en avons pas. Donc, dans le Q&R, hein, je rappelle, nous avons le temps là de prendre des questions en direct. Voilà, nous allons attendre S'il n'y a pas de questions, ça laisserait supposer que ce que je viens de dire était déjà connu et ne pose pas de difficulté, ce qui me ravit. Voilà. Sinon, on pourra aussi avoir un temps d'échange aussi à la fin. Maintenant, on peut poursuivre pour ne pas perdre trop de temps, compte tenu du fait que beaucoup sont peut-être chez eux, mais il y en a peut-être qui n'y sont pas, et ils auront le couvre-feu à prendre en compte. Donc, pour ne pas traîner trop tard, je peux poursuivre sur comment éventuellement éviter ces problèmes, et puis on pourra reprendre une discussion plus globale sur des questions qui seront survenues entre-temps, et on y répondra à la fin. Tout à fait, Dr Peking. On y va? D'accord. On y va. Pardonnez-moi. Alors, pour éviter d'avoir l'apparition d'une maladie chronique ou de la compliquer si elle existait déjà, eh bien, c'est le bon sens. Je vais enfoncer des portes ouvertes. Il faut pratiquer une activité physique régulière. On vous dit depuis des années qu'il faut au minimum 30 minutes par jour. Arrêtez de fumer, pourquoi? Parce que le tabac multiplie les effets nocifs et du cholestérol et du sucre en excès dans le sang, donc des problèmes au niveau des vaisseaux sanguins. Il faut avoir une alimentation saine et variée, le bon sens. Et si on est un petit peu en surpoids ou même un peu obèse, eh bien tentez de perdre du poids, car ça contribuera à limiter le taux de sucre et de graisse dans le sang de façon notable. Alors, comment composer un menu équilibré? Eh bien, éviter une alimentation trop riche, ça veut dire préférer des viandes blanches à des viandes rouges, consommer plutôt des légumes et éviter peut-être des charcuteries. Il faut se méfier des plats préparés, ce que l'on a tendance tous à faire, ces plats industriels qu'on nous vend tout prêts et que l'on réchauffe au micro-ondes. Ils sont souvent riches en sucre, en graisse et en sel et avec des autres conservateurs. Si l'on est chez soi, attention, entre deux repas, à ne pas aller ouvrir le placard pour aller grignoter du chocolat ou des petits gâteaux. Privilégier la cuisson à vapeur pour ceux qui sont capables de faire de la cuisine. Ne pas utiliser le beurre, si possible, pour cuire, ni de la friture. Bref, vous avez compris qu'il faut adopter un régime alimentaire équilibré, utilisant ce qui nous est recommandé depuis de longues années, le poisson, les fruits, les légumes, ceci avec de l'huile d'olive ou carrément à la vapeur.
Enfin, pour ce qui concerne l'alcool, eh bien, il faut une consommation modérée. Moi, je ne suis pas un ayatollah qui dit qu'il ne faut plus rien de tout, mais il est recommandé pour l'homme de ne jamais dépasser 3 verres d'alcool par jour et pour les femmes 2. En pratique, qu'est-ce que cela nous donne? Eh bien, pour l'alcool, sur ce schéma, vous voyez que ce soit un verre de whisky, un verre de porto, du verre de vin rouge ou un verre de pastis, un demi de bière, c'est la même quantité d'alcool dans chacun de ces verres, ou pratiquement la même. Ce que l'on nous autorise officiellement, c'est de quoi on a le droit éventuellement de boire si on a un taux d'alcool qui est inférieur à 0,5. Alors il manque une virgule, 0,5 grammes par litre. Donc vous voyez bien qu'on est très très vite arrivé avec dans chaque verre une quantité de environ 0,3. Donc avec 2 verres, vous êtes déjà pratiquement dans le rouge et si vous êtes contrôlé, vous avez toutes les chances d'avoir une verbalisation. Pour les sucres, eh bien, en haut de la courbe, en haut de cette flèche, il y a les moins hyperglycémiants, donc bien entendu haricots et légumes secs, les pâtes, le pain noir, et de l'autre côté des dattes et du glucose ou des bonbons gélifiés, vous voyez tout de suite la différence. Il est évident qu'il faut privilégier les aliments qui sont les moins hyperglycémiques et surtout ne pas sauter des repas, car dans ces cas-là, il y a des sautes de la concentration des glucides à l'intérieur de votre sang. Il vous faut bien entendu des fruits et légumes, 5 portions de fruits et légumes par jour. Vous connaissez ce slogan qui nous est rappelé à la télévision à chaque fois qu'on vous présente un slogan publicitaire pour quoi que ce soit. Ils sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres et pauvres en calories. Et parallèlement, à côté des fruits et légumes, il faut des céréales, des féculents, des produits céréaliers pour le bon fonctionnement des muscles et du cerveau. Et ces céréales sont là pour vous garantir un apport en énergie qui va se libérer progressivement dans le corps. Bien entendu, si on reste raisonnable et qu'on les mange en quantité raisonnable, les féculents ne font pas grossir. Si par contre, on ne cesse de manger des féculents, il est clair que là aussi, on passera en surpoids et éventuellement vers l'obésité. Alors, les produits laitiers, il faut en manger. Là encore, sur ce schéma, vous avez une comparaison. Le verre de lait, environ 15 centilitres, correspond à un pot de yaourt, à une part de fromage ou une part de camembert. Vous voyez, le camembert, on peut en prendre un petit peu plus que la part d'emmental et 3 petits Suisses. Il nous faut 3 produits laitiers par jour pour avoir, si possible, la quantité de calcium nécessaire à notre besoin journalier, qui est de 200 mg. Il faut privilégier le lait, le fromage blanc et les yaourts. Et attention, les faux amis qui sont issus éventuellement de produits lactés, la crème fraîche et le beurre sont issus du lait, mais ils sont riches en graisse et pauvres en calcium. De même, les desserts lactés qu'on nous vend dans le commerce, crème dessert, flan et toutes ces sortes de choses, ne sont pas non plus comptés dans les produits laitiers. Ils contiennent en général peu de lait, donc peu de calcium, et sont souvent enrichis en sucre pour être plus agréables et donc potentiellement dangereux. Alors, en résumé, au niveau de la journée, eh bien, tout s'organise autour d'un petit déjeuner, d'un déjeuner et d'un dîner équilibré. Le petit déjeuner avec les céréales, les produits laitiers, le déjeuner avec des poissons ou des viandes blanches, des légumes. Ceci n'interdit pas la viande rouge, ça va de soi. Des produits laitiers, encore une fois, ça peut être du fromage ou bien encore une fois du lait si vous aimez boire du lait dans un verre. Des fruits pour le dessert et de la boisson, essentiellement de la boisson, de l'eau en grande quantité toute la journée. Avec ces règles-là, en faisant vos 3 repas de façon normale et en ne grignotant pas, vous devez normalement ne pas avoir de risque majeur de développer une maladie chronique ou de la compliquer. Alors, les aliments à limiter, bien écoutez, un soda quel qu'il soit correspond pour une canette de 33 centilitres à 6 morceaux de sucre. Une grande part de fruits,
2 cuillerées à soupe d'huile. Quant à une barre chocolatée, c'est 5 sucres plus une cuillerée d'huile. Et un paquet de biscuits chocolatés, 20 sucres et 3 à 4 cuillerées d'huile. Donc vous comprenez bien que si vous mangez correctement, comme on vient de le voir, avec un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner tout à fait convenable, mais qu'entre-temps vous grignotez des barres chocolatées ou un paquet de biscuits, il est évident que vous allez avoir un régime nutritionnel totalement déséquilibré. Alors, comment les maladies chroniques peut-on les dépister? Parce que ce que je viens de vous dire, c'est quand même très angoissant. Le risque cardiovasculaire, toujours présent quelle que soit la maladie, que ce soit une maladie cardiaque, que ce soit l'obésité, que ce soit le diabète. Donc, on peut en mourir. Eh bien, le dépistage, c'est avec l'aide des médecins, la prescription qui va vous faire connaître votre taux de cholestérol, le bon cholestérol ou le mauvais cholestérol. Alors, le mauvais, c'est le LDL, le bon, c'est le HDL. Le LDL doit être inférieur à 1,50 pour pouvoir être normal chez un sujet qui n'est pas à risque. Mais chez les gens qui ont déjà fait des ennuis cardiaques ou cardiovasculaires, on leur donne des médications pour pouvoir faire descendre le taux de cholestérol mauvais en dessous de 0,7 g par litre. C'est très difficile. Le sucre, il faut qu'il soit normal. Il vous conseillera d'arrêter de fumer si vous fumez, de prendre régulièrement votre poids et de calculer votre index de masse corporelle. Si vous avez un mètre de couturière, faites le périmètre de votre abdomen au niveau de l'ombilic et, si possible, essayez de faire 30 minutes par jour d'activité physique. Alors, comment prévenir ces risques? Il faut agir sur les habitudes alimentaires. Alors, les bons chiffres, c'est ce que j'appelle habituellement les chiffres du loto alimentaire. Eh bien, c'est 0 cigarette, c'est 5 fruits et légumes. La glycémie, c'est 7 parce qu'il existe un autre paramètre qui s'appelle l'hémoglobine glyquée qui doit être inférieur à 7. C'est la tension artérielle normale et c'est l'exercice physique 30 minutes. Ceci est assez simple à retenir. Agir sur la consommation de tabac, eh bien, on en connaît les défauts. On sait que fumer entraîne des problèmes. Ça diminue les capacités respiratoires et cardiaques, et notamment quand on veut faire des efforts, parce qu'il y a moins d'oxygénation des muscles, et les muscles sont moins performants. La cigarette aussi annule chez les femmes la protection naturelle qu'elles ont contre les maladies cardiovasculaires la protection qu'elles avaient grâce à leurs hormones féminines. Arrivées à la ménopause, ces hormones disparaissent et elles rentrent dans le domaine du risque standard. En arrêtant de fumer, vous agissez pour limiter ces maladies. Donc, il faut se rappeler que pour maintenant tout le monde, l'assurance maladie prend en charge les substituts nicotiniques et les rembourse à 65% sur la présentation d'une ordonnance. Alors, si vous arrêtez de fumer, si vous êtes fumeur et que vous arrêtez, eh bien, 20 minutes après l'arrêt du tabac, votre tension artérielle et votre pouls, qui avaient été accélérés pendant que vous fumiez, redeviennent normaux. 24 heures après la dernière cigarette, l'oxyde de carbone est totalement éliminé de votre corps. Après 48 heures, vous récupérez du goût et de l'odorat. Sauf si vous avez le Covid en même temps, ça va de soi. Après 72 heures, la respiration est plus facile et l'énergie augmente. Quelques mois plus tard, si vous avez réussi à tenir, entre 3 et 9 mois, les problèmes respiratoires et la toux s'apaisent et votre voix devient plus claire. 5 ans sans tabac, le risque d'être victime d'un incident cardiaque est 2 fois moins élevé que celui qui a continué de fumer. Et 10 ans après, vous êtes redevenu dans le risque normal et vous n'avez plus aucun risque majeur aggravé de développer, comme celui qui fume tout le temps, un cancer du poumon ou une bronchite chronique. Il est donc important de pouvoir arrêter de fumer si on peut en avoir la volonté ou si quelqu'un peut vous y aider. Alors pour l'activité physique, eh bien 30 minutes de marche par jour. Les avantages sont nombreux, pardonnez-moi. Limitation de la prise de poids, une diminution du risque du diabète et de l'hypertension artérielle,
Et bien entendu, consommation des graisses, puisque, comme vous l'avez vu, la masse grasse qui stocke les graisses, qui est le stock des graisses, est le réservoir en énergie. Ce faisant, on diminue le risque cardiovasculaire et on peut éviter les traitements médicamenteux ou tout au moins les retarder. Alors, quelques bonnes habitudes quotidiennes peuvent suffire si vous n'êtes pas dans l'obligation de vous lancer à faire le marathon dès demain. Vous pouvez, par exemple, supprimer l'escalator ou l'ascenseur dans votre régime. Vous montez les escaliers à pied, c'est toujours bien. On fait des trajets à pied plutôt qu'en voiture. On les fait en transport en commun et en marche, donc. On favorise les balades à pied durant les moments libres et on essaye chaque jour d'avoir une activité physique. Alors, si on est totalement sédentaire chez soi, mais qu'on a quand même quelques activités à faire, passer l'aspirateur ou bien aller faire du jardinage peuvent suffire à vous donner une activité qui correspond en gros à ces fameux 30 minutes dont on vous parle sans arrêt. Si vous êtes plus courageux, vous avez tous ces sports que vous pouvez faire, la marche, le jogging, la marche nordique, enfin bref, vous les avez là énumérés. Il est clair que vous avez l'embarras du choix. Encore qu'il y a beaucoup de ces activités qui se font dans des salles de sport et qu'actuellement, elles sont fermées. Donc, nous ne sommes pas gâtés. Mais on peut faire de la marche et du jogging ou de la marche nordique. On peut faire du vélo. Il y a quelques piscines qui sont ouvertes actuellement. Il y en a peu, mais il y en a quelques-unes. Alors, les maladies chroniques, je vous ai dit ça au départ, vous êtes en droit de vous dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une maladie chronique? Eh bien, la définition, c'est une maladie de longue durée qui est évolutive, souvent associée à une invalidité ou à la menace de complications graves. Et puisqu'on parle de la santé au travail, eh bien, il faut se rappeler que 15% des travailleurs français sont concernés et que ce nombre est en sans cesse progression. Et un quart, voire un tiers de ces personnes vont quitter leur travail dans les 2 ans qui vont suivre le diagnostic parce qu'ils ne pourront plus continuer pour des raisons diverses. Alors, sur ce petit diagramme qui est incomplet, mais je l'ai tiré depuis l'INPES, qui est un site officiel, eh bien, vous avez certes dans les maladies chroniques le cancer, vous avez l'asthme, des maladies rares, vous n'avez pas les maladies cardiovasculaires, ce qui est quand même tout à fait étrange. Il y a près de 2,5 millions de personnes qui sont atteintes de maladies cardiovasculaires. Il serait donc tout à fait illusoire de penser que ce tableau est complet. Mais diabète, bronchite chronique, maladie rare, asthme, le cancer en fait une, mais ça c'est devenu une maladie chronique depuis que maintenant on peut arriver à sortir de la maladie plus de 7 personnes sur 10. Il y a encore des cancers qui tuent, mais il y en a malheureusement beaucoup qui ne tuent plus. On a cette représentation qui montre que la maladie chronique est devenue maintenant un fait qu'il faut prendre en compte, car de plus en plus, les gens à partir de 45 ans jusqu'à 65 ans pourront développer une maladie chronique, et comme ils sont en activité professionnelle, il faudra tenir compte de ces maladies chroniques au travail. Donc, la conclusion de ce topo relativement bref, et qui n'est pas un topo de nutritionniste, mais un topo de bon sens, il faut manger équilibré, boire peu ou pas d'alcool, donc il ne faut pas du jour au lendemain supprimer vos plaisirs, ne pas fumer, si possible faire de l'exercice, et toujours associer le médecin traitant qui peut évaluer votre risque cardiovasculaire global, et si vous n'aimez pas voir votre médecin traitant, vous avez l'habitude de voir votre médecin du travail au moins une fois par an, tout au moins ça devrait l'être, et vous pouvez en parler à votre médecin du travail qui connaît ces problèmes-là et qui peut voir avec vous quel est votre risque cardiovasculaire au besoin. Si votre médecin consulté estime nécessaire, il vous aidera à réduire ce risque en vous conseillant sur les pratiques que vous pouvez adopter et sur la façon dont vous pouvez nourrir. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt, comme Arnaud Joubert, qui est également prêt à répondre aux questions qui peuvent nous être posées. Merci. Voilà, merci, tout à fait. Donc, Arnaud Joubert, qui est présent, peut maintenant aussi reprendre à l'oral. Vous pouvez mettre votre caméra et le son.
Et voilà, donc s'il y a des questions, vous pouvez y répondre à l'oral, hein. Je pense que vous avez répondu déjà à certaines, mais il commence à y avoir des questions dans le Q&R. Oui, bah, il y a eu beaucoup de sollicitations, hein, plus de 35 questions, donc j'ai essayé d'y répondre au mieux. Il y avait une question en particulier à laquelle je n'ai pas répondu, qui pour moi s'adressait plutôt au docteur Peking concernant l'hypertension. Je préfère laisser la réponse au docteur Peking. Quelle est la question sur l'hypertension? Oui, une personne, c'est Cécile U, posait une question. Bonjour, il y a beaucoup de risques liés à une hypertension artérielle. Oui. Y en a-t-il aussi lié à une tension basse 9,6? Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, la réponse à la question est non. Quand on a une tension de 9,6, elle est un peu basse, mais il ne faut pas un instant imaginer que l'hypertension vient du fait que les artères deviennent de plus en plus rigides, de plus en plus dures. Donc, cette hypertension est liée à un dépôt massif de graisse ou d'athérome, puisque c'est de l'athérome qui se dépose sur les artères, qui fait qu'elles se rigidifient. Et comme les artères n'ont plus gardé leur souplesse, la pression que le cœur doit exercer pour chasser le sang est de plus en plus importante. C'est ça l'hypertension artérielle. Donc, quand on a une pression artérielle qui est inférieure à la normale et qui est de 9, 90, 60, moi je ne vous cache pas, je suis hypertendu, je suis sous traitement. Ben, moi, si j'avais 90, 60, je serais radieux. Malheureusement, je ne les ai pas. Donc, je suis obligé de prendre des médicaments pour faire descendre cette tension. Donc, non, il n'y a pas de problème. Voilà. Très bien, merci. Peut-être que il y a eu pas mal de questions sur l'hydratation. Alors, je sais que les services de santé au travail proposent également des webinaires sur l'hydratation ou sur l'activité sportive. Peut-être faire un point sur ces activités-là pour toutes les personnes qui nous suivent. Des personnes m'ont posé des questions sur est-ce qu'on peut boire du thé, par exemple, régulièrement dans la journée et autres. De mon point de vue, il faut être vigilant à cet aspect-là parce que dans le thé comme dans le café, hein, nous avons de la caféine ou de la théine. Donc en boire régulièrement toute la journée n'est quand même pas hyper favorable pour l'organisme. De mon point de vue, nous savons que, alors il y a des chiffres qu'on peut débattre, mais notre corps est constitué de 70 à 90% d'eau. Donc pour nous, la meilleure hydratation possible, c'est l'eau. Voilà, c'est vraiment de boire de l'eau. Alors évidemment, de l'eau si possible filtrée, c'est encore mieux parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a des polluants toxiques dans l'eau du robinet. Et il vaut mieux préférer des eaux plates, puisqu'il y a une question qui m'a été posée également, à des eaux pétillantes. Voilà. Après, il y a beaucoup d'informations qui sont données sur des sites où vous retrouverez les spécificités des différentes eaux, hein, avec du magnésium, plus ou moins de magnésium. Là encore, ça répond à des problématiques d'hygiène de vie, d'activité physique selon son activité physique. Donc là, ça concerne effectivement l'hydratation. Oui, il est intéressant aussi de boire des jus de fruits le matin grâce à des extracteurs de jus. Alors, une petite précision, je préfère les extracteurs de jus à double hélice, ce qui est encore mieux, hein, puisqu'on a vraiment toute la quintessence des vitamines. Attention aux jus de fruits qui sont trop acides le matin. Je pense au jus d'orange. Souvent, les gens ont une croyance de boire le jus d'orange le matin. C'est quand même assez acidifiant et ça peut tout de suite attaquer l'estomac. Concernant l'activité physique, le docteur Peking l'a précisé. Oui, c'est très bon de faire une activité physique, par exemple d'une demi-heure chaque jour. Maintenant, des personnes me disaient qu'elles étaient dans le BTP. Donc, je pense qu'en ayant une activité physique dans le BTP, on est déjà effectivement dans une activité physique. Donc là, c'est très intéressant. Il vaut mieux faire 15 minutes d'activité physique par jour que 30 minutes par semaine. Donc l'idée, c'est plutôt d'être dans la régularité plutôt que dans une grande activité physique. Et nous sommes nombreux aujourd'hui, des médecins notamment de Cap Santé Entreprise, à penser qu'il vaut mieux faire une activité physique douce pour le corps que du sport. Parfois, le docteur Peking en parlait, dans des salles de sport, on peut se faire violence vis-à-vis de son corps. Voilà, c'est pour résumer. Mais l'activité physique fait partie aussi d'une bonne hygiène de vie au-delà de la nutrition. Alors, j'essaye de répondre en même temps à d'autres questions sur l'application QR. Si vous voulez, je peux vous les donner. Quelqu'un demande quel est le meilleur moment, s'il y en a un, pour réaliser une activité physique, style vélo ou marche.
J'ai envie de dire qu'il y a les généralités et puis ensuite il y a les considérations individuelles. Je pense que chacun doit apprendre à se responsabiliser, à s'autonomiser, à voir à quel moment il est plus favorable pour lui de faire une activité physique. On sait très bien que les biorhythmes selon les personnes sont différents. Nous avons des personnes qui sont du matin, il y a des personnes qui sont du soir. Là encore, je n'ai pas envie de donner de règles bien précises. L'essentiel est de faire une activité physique. Si certains se sentent à l'aise de faire une activité physique le matin, à la bonne heure, et qu'ils sentent vraiment un bienfait pour leur corps, ben, j'ai envie de leur dire, allez-y, faites du sport le matin. Si d'autres préfèrent en journée ou en soirée, encore une fois, je pense qu'il faut savoir s'écouter et voir ce qui est le plus propice, effectivement, à l'activité physique. Et au niveau du déjeuner par rapport au sport, on nous pose la question combien de temps avant un cours de sport ou combien de temps après peut-on manger? Peut-on manger Là encore, il n'y a pas de règle précise, mais c'est intéressant de tester, là encore, par exemple, de ne pas manger avant une pratique sportive. Parce qu'il faut savoir que quand on mange, pour avoir fait du sport de haut niveau, il faut en général compter entre 2 heures et 3 heures de digestion. Donc la digestion, en fait, ça prend de l'énergie. Donc quand on fait du sport, ça peut être intéressant de ne pas de manger en tout cas 3 heures avant l'effort. Voilà. Et de ne pas trop manger si jamais on va faire une pratique sportive. Par contre, après, on peut manger sans aucun problème après le sport. Mais en tout cas, laisser 2 heures à 3 heures, si possible, ou alors manger très peu avant une activité physique. En matière de nutrition, on parle souvent des bienfaits des fruits secs, hein. Est-ce vrai? En quelle quantité? Oui, les bienfaits des fruits secs sont recommandés, hein, notamment en apport de magnésium. Donc, en quelle quantité? J'ai envie de dire dans une quantité raisonnable. C'est intéressant justement, vous parlez de quantité, juste pour dire qu'en termes de nutrition, il y a l'aspect quantitatif et il y a l'aspect qualitatif, hein. On est de plus en plus dans la nutrition à dire aux gens à réduire les quantités, parce que justement les aliments aujourd'hui sont riches en calories, riches en glucides, riches en lipides, etc. Donc il vaut mieux aujourd'hui réduire la quantité, passer limite à des assiettes beaucoup plus petites, mais favoriser la qualité. Et on dit souvent qu'une ration, c'est à peu près une poignée de main. C'est-à-dire que votre poignée de votre poing, en fait, devrait représenter, c'est une image, hein, mais la quantité que vous devriez prendre à chaque repas. Voilà. Donc les fruits secs, bon, il faut être raisonnable, hein. Voilà, une petite poignée suffit largement, et ça, c'est préférable de les manger le matin. Quand j'ai une question qui est peut-être plus pour le docteur Peking, quelqu'un demande, après avoir eu un bébé d'un poids supérieur à 4 kilos, est-ce qu'il y a un risque de diabète? Oui, la réponse est oui. C'est pas obligatoire. Et je viens de répondre par écrit à une question du même genre. J'ai précisé que oui, il faut rappeler aux médecins traitants, et surtout si on change de façon assez régulière pour des besoins de mobilité de médecins traitants, il faut rappeler qu'on a eu une grossesse avec un bébé qui était de forte taille, donc plus de 4 kilos. Car si c'est le cas, le risque de diabète existe, mais ceci ne veut pas dire, et c'est comme dans tous les risques, quand il y a risque de quoi que ce soit, ça ne signifie pas automatiquement que le risque va se réaliser. Il faut en être conscient. Risque cardiovasculaire, oui, ça veut dire qu'on a plus de risques, mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un va forcément avoir un infarctus du myocarde parce qu'il a un périmètre de l'abdomen qui dépasse 90 cm. Donc c'est pareil pour le bébé, le gros bébé. Le gros bébé est un facteur de risque, il faut le signaler et il faut se surveiller. Voilà. D'accord. Arnaud, je ne sais pas si vous voyez les questions. Nous avons une question qui est restée sur les céréales encore. Pourquoi les présentations recommandent encore les céréales en priorité, les produits laitiers 3 fois par jour? C'est trop acidifiant. Qu'en pensez-vous? Il y a un grand débat autour des produits laitiers. Encore une fois, chacun doit apprendre à écouter son corps. En naturopathie, par exemple, on demande aux gens de beaucoup faire attention au sel, en fait. Hein, quand les gens vont à la selle, de voir si les sels sont bien moulés, sont bien durcis ou s'ils sont liquides. Et je pense que le meilleur indicateur pour dire aux personnes, savoir si leur alimentation leur correspond, c'est ça. C'est de regarder des indicateurs de ce type-là. Est-ce que la langue elle est chargée? Est-ce que les sels sont bien moulés, par exemple? Voilà. Après, il y a des personnes, on sait aujourd'hui, à qui les produits laitiers conviennent.
et à d'autres à qui ça ne convient pas. L'autre jour, j'étais dans un cabinet médical. Les nouvelles recommandations sont quand même d'aller vers la diminution de produits laitiers aujourd'hui, de ne pas trop en manger et d'aller chercher justement du calcium dans d'autres aliments. D'accord. On nous dit aussi qu'il faudrait manger les fruits en dehors des repas. Est-ce vrai? Oui, j'ai répondu également à cette question. C'est tout à fait vrai. C'est pour des raisons de fermentation. Les fruits accélèrent la fermentation, donc il est préférable de les prendre en dehors des repas, donc entre le petit déjeuner et le déjeuner, ou vers 16 heures par exemple, de manger un fruit plutôt justement qu'une barre chocolatée ou des gâteaux. Et peut-on manger tard le soir avant de se coucher? Oui, chacun a encore des sensibilités différentes sur ces sujets, donc oui, on peut manger tard. De toute façon, ensuite, la digestion, nous allons aller nous coucher. Maintenant, il vaut mieux quand même digérer en posture debout ou assise qu'en posture allongée. Il est sûr il est évident que la digestion est favorisée quand nous sommes dans une posture debout, pour favoriser le transit intestinal notamment. Donc quand même, laisser un sas assez important entre le dernier repas et le moment d'aller vous coucher. Oui, il faut laisser un temps pour aussi trouver un bon sommeil, je suppose. Exactement. Et que pensez-vous du jeûne, on nous demande? Alors, je ne suis pas très honnêtement un spécialiste du jeûne, même si on l'étudie en naturopathie. Il y a beaucoup de jeûnes qui sont proposés. Pour ma part, j'invite les gens à s'informer sur le jeûne intermittent, qui n'est pas un jeûne récurrent, mais un jeûne intermittent de quelques heures, qui peut être très intéressant, notamment de 12 heures, qui peut être intéressant pour l'organisme. Dans quels aliments, hors produits laitiers, on peut trouver du calcium? Les amandes. Donc, quelqu'un parlait tout à l'heure, effectivement, notamment des fruits secs. Il y en a beaucoup dans les fruits secs. D'accord. Nous avons encore quelques questions. Ça s'adresse encore à vous. Est-ce que le nutritionniste peut vraiment aider à mieux manger et à trouver la bonne quantité de repas à prendre? Alors, déjà, il faut distinguer que dans la nutrition, il y a 3 voies. Il y a les diététiciens. Les diététiciens qui vont calculer justement les ANC, les apports nutritionnels conseillés. Donc, ce sont des personnes qui vont faire des repas, des menus vraiment adaptés, mais sur les ANC. Donc, c'est globalement la diminution des apports caloriques. Donc, oui, ces personnes-là sont à même de le faire. Mais il y a aussi des nutritionnistes. Les nutritionnistes sont des médecins qui, eux, ont plus un rapport maladie par rapport effectivement à la nutrition. Donc, quand on a vraiment une maladie, c'est intéressant d'aller voir un nutritionniste et qui va vous conseiller dans les aliments à avoir justement pour assurer les fonctions vitales de votre organisme. Le naturopathe peut aussi vous aiguiller. C'est plus un conseiller holistique, donc de santé globale, qui va individualiser. C'est pour ça que je ne réponds pas des fois par des généralités, c'est que la nutrition se fait de manière de plus en plus individuelle, parce que cela dépend de l'âge, du sexe, de l'activité physique et de son propre tempérament. D'accord. On dit aussi que le jus d'orange est acide. Pourquoi est-il conseillé de prendre du citron qui est acide aussi? Si vous confirmez d'ailleurs, parce que Mais non, c'est une fausse croyance. voilà, c'est C'est une ça. fausse croyance. Le citron n'est pas justement acide comme on le croit. On a l'impression que c'est acide, mais non, c'est un produit alcalin. Donc, c'est une fausse croyance. D'ailleurs, il y a une personne qui me dit, est-ce que boire de l'eau chaude le matin avec du gingembre, du Oui. curcuma, du citron, j'en profite pour répondre. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de ne pas le faire régulièrement. Quand M. Pékin parlait à l'instant de la variété, ce qui est important dans l'alimentation, c'est de varier. C'est comme les compléments alimentaires, on en va parler, mais c'est jamais bon de prendre les mêmes aliments tout le temps. Il faut varier son alimentation. Les compléments alimentaires, par exemple, si des personnes en prennent, il ne faut jamais les prendre plus de 3 mois. Et même sur une semaine, il faut faire ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Prendre le complément, par exemple, sur 5 jours, mais l'arrêter le week-end. Mais ne jamais prendre un complément alimentaire d'une manière régulière, ce n'est pas bon. J'ai des personnes, par exemple, qui sont complémentées en vitamine D pendant 1 an. Elles ont eu de gros problèmes parce que, justement, elles étaient surdosées. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de varier, en fait. Mais petite astuce du jour, j'invite vraiment les personnes à boire le matin, si elles le peuvent, 1 cuillerée à soupe d'huile de colza. Parce qu'en fait, l'huile de colza va permettre de fluidifier, en fait, on a parlé tout à l'heure des maladies cardiovasculaires et l'autre, tout ce qui se passe dans les artères. Donc, c'est très intéressant de boire 1 cuillère à soupe d'huile de colza pendant une période, pendant 3 mois, si les personnes peuvent le faire. D'accord.
On nous a posé aussi la question, ouais, enfin, comme quoi c'est vraiment une question, mais c'est difficile de ne pas savoir quelle quantité manger. Par gourmandise, on est tenté de prendre plus qu'il n'en faut. Oui, alors là, je pense qu'il faut aussi de nouveau écouter son corps et se ramener à trois notions, d'ailleurs, qui sont partagées vous m'aiderez, ce qu'on appelle un speed learning chez vous, je crois. Oui, tout à Voilà. fait. C'est Donc, ça, qui j'invite a les lieu personnes. jusqu'à demain. Oui. Voilà, il y a un speed learning qui est très bien fait sur l'alimentation où on parle de trois notions qui sont importantes à prendre en compte. C'est les notions de faim. D'abord, c'est de manger quand on a faim, quand on ressent la faim. La notion aussi de rassasiement et de satiété. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sent que bah voilà, c'est trop, on s'arrête. D'où la notion, ce que je disais tout à l'heure, de quantité et de qualité. Pas trop. On est trop en Occident, en France notamment, on mange beaucoup trop. Et il vaut mieux manger peu et remanger plusieurs fois dans la journée quand on sent ce sentiment de faim. Et normalement, quand on finit un repas, et surtout le soir, nous devrions finir le repas avec encore ce sentiment de faim. Voilà, en tout cas de satiété. Que pensez-vous des probiotiques? Il ne faut pas y aller comme ça. Je pense que pour prendre un probiotique, il faut d'abord avoir une raison de prendre des probiotiques. Et là, très honnêtement, il vaut mieux voir ça, par exemple, avec un naturopathe qui vous dira réellement si c'est intéressant ou pas de prendre des probiotiques. Mais la flore intestinale et tout le système digestif est un système tellement complexe, je pense qu'il ne faut pas se lancer comme ça. Pré-probiotique, je pense que si on en prend, il faut peut-être d'abord faire un jeûne intermittent, enfin voir la raison pour laquelle on a envie de se tourner vers ce type de probiotiques. D'accord, on nous demande aussi, alors c'est encore par rapport à manger en quantité, est-ce qu'on peut manger en grande quantité quand on fait beaucoup de sport? Pas forcément. Pas forcément. C'est encore une fois, euh, nous avons besoin d'énergie. Alors, plus particulièrement pour répondre à ces questions, si nous faisons du sport, nous avons encore plus besoin de besoins énergétiques. D'ailleurs, en nutrition, pour compléter la conférence du Dr Peking, quand on parle de besoins nutritionnels, il y a trois types de besoins nutritionnels. Il y a les besoins énergétiques. Le moyen mnémotechnique, c'est le GPL. Le GPL, c'est notre essence, c'est ce qui va donner l'énergie. C'est les glucides, les protéines et les lipides. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Ensuite, le deuxième niveau énergétique, bah, c'est tout ce qui est vitamines et minéraux et oligo-éléments. Donc en sport, on a aussi besoin, mais comme tout le monde, de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. Donc il faut s'assurer également qu'on en a de présent. Et surtout, les besoins, les troisième niveaux de besoins, les besoins liquidiens. Donc là, c'est l'hydratation, c'est l'eau. Mais il ne faut pas nécessairement manger plus. Non, il faut bien s'alimenter, avoir suffisamment de glucides, de protéines, de lipides. Et quelque chose aussi dont j'aimerais parler, c'est s'assurer que l'on a suffisamment de magnésium. Parce que le magnésium est le précurseur et c'est ce qui va permettre de synthétiser toutes les autres molécules, les protéines notamment, surtout quand on fait du sport. Donc moi, souvent, pour les sportifs, j'invite à prendre du magnésium. Alors, il y a différents types de magnésium. Hein. Le magnésium de génération 2, de génération 1, 2 et 3. Il vaut mieux prendre du magnésium de génération 2 et 3. Donc, pas du magnésium marin qui est vendu en pharmacie. Et pour les sportifs, j'invite aussi, il y a une question, c'est Nicolas Anzoni qui me la pose, je la vois en même temps. Oui, c'est d'ajouter de temps en temps des périodes où on intègre de la spiruline. Voilà, la spiruline, alors évidemment la spiruline bio. Hein. Le pollen également, c'est très bon pour la santé, notamment en période hivernale, et notamment une période que l'on vit autour de la crise du Covid, qui permettent de renforcer notre système immunitaire. D'accord, on va prendre encore 2-3 questions pour finir. Pour essayer de répondre au maximum de questions. Oui, mais c'est parfait, c'est très bien. Nous avons pas mal de questions. Ah, ça revient sur la cuillère d'huile d'olive que vous avez dit tout à l'heure. Peut-on plutôt prendre une cuillère d'huile d'olive à la place de l'huile de colza? Oui, ça c'est selon les goûts. Hein, c'est selon le goût. C'est vrai que l'huile de colza ne convient pas à beaucoup de personnes. Hein, faut accepter le goût. L'huile d'olive peut-être est très bonne. Je précise, l'huile d'olive bio, une pression à froid. Hein. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des régimes tels que, bon, comme j'aime, voilà, qui sont à la télé pour certainement les pertes de poids? Mon non-verbal parle pour moi. Écoutez, je pense que si ça peut favoriser, si ça fait du bien à des personnes qui l'ont testé, tant mieux. Maintenant, je me méfie des régimes parce que la nutrition, c'est aussi une affaire d'émotion.
Et si une personne est très bien dans son corps, eh bien, c'est très bien ainsi. La vraie question qu'il faut se poser aussi, c'est quand les personnes viennent me voir et me disent je veux faire un régime, la question c'est de savoir pour quelle raison d'abord on veut faire un régime. Voilà. Il ne faut pas vouloir faire un régime pour faire un régime. Et je vous dirai aussi une autre chose, pour ceux qui connaissent peut-être le docteur Christophe André, qui est psychiatre, donc, avec qui j'ai travaillé, me disait souvent il vaut mieux manger mal, mais avec des émotions positives, que manger très très bien comme un puriste dans la morosité. Ça veut dire qu'aussi l'affaire de la nutrition, c'est aussi une affaire d'émotion et c'est aussi une affaire de plaisir. Donc il faut aussi se faire plaisir parce que quand on se fait plaisir en mangeant, on brûle des calories. Bien. On va prendre encore quelques questions. Un jus d'orange pressé est-il synonyme de sucre du fait de ne pas prendre la pulpe? Oui. D'accord. Nous avons aussi des personnes qui utilisent des applications au niveau de la nutrition. Alors moi, je ne connais pas telles que LiveSum, qui drive sur l'équilibre, glucides, protéines, graisses. Est-ce que ce sont des applications qui sont suivies par des experts? Beaucoup d'applications, des fois, ne sont pas très… Je ne pourrais pas me positionner parce que je ne connais pas cette application. Voilà, il faut connaître des applications. Donc là, effectivement. Désolé. Ensuite, que pensez-vous des graines germées? C'est favorable. C'est favorable. En tout cas, moi, je le préconise. Comment perdre de la graisse abdominale? Le docteur Peking parlait tout à l'heure de prendre avec un mètre le contour, si j'ai bien compris. Comment perdre cette graisse abdominale? Eh bien, tout simplement en faisant de l'activité physique, à commencer par exemple par la marche, donc des activités douces. Faire attention à sa nutrition, voilà, parce que manger permet aussi de brûler des calories, hein, mais manger sainement, d'une manière qualitative, et évidemment faire de l'activité physique. D'accord. Je pense que là, nous arrivons peut-être au terme vu l'heure. Donc, je vais répondre encore à quelques questions sur l'application. Si vous voulez. Il y en a beaucoup, donc… Oui. Bon, là, il n'y a plus beaucoup de questions qui sont restées en suspens. Donc, on va voir les répondants en ligne, effectivement, aux dernières questions. Donc, en tout cas, je remercie tous les participants. Et voilà, vous avez, pour aller plus loin, donc nous avons mis à votre écran des indications, le site internet de l'ANSES, le site de Cap Santé Entreprise. Vous pouvez consulter un praticien en fonction de vos problématiques de nutrition, donc que ce soit un diététicien, un nutritionniste, un naturopathe. Et donc, comme le disait M. Joubert, nous avons aussi notre speed learning sur www.fédération-santé-au-travail-île-de-france.org, sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement et qui est ouvert jusqu'à demain soir. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez aussi contacter votre médecin du travail. Voilà les services de santé au travail donc, qui s'affichent pour accompagnement, conseils, informations. Vous retrouverez donc, comme je l'avais dit en préambule, le replay sur notre site, ainsi donc que le document qui vous a été projeté. Merci encore au docteur Peking de son intervention et de ses compétences et à M. Joubert pour sa participation aujourd'hui. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés toutes et tous. Merci de votre attention. Très bonne fin de journée, très bonne soirée et à bientôt pour un futur webinaire. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.